Herbert. Il publie le deuxième volume de son encyclopédie du savoir relatif et absolu. Du siège d'Alésia aux blagues de perroquet, en passant par les exploits du plus grand sniper de l'histoire ou une crise de fou rire inexpliquée en Tanzanie, 1001 histoires, toutes plus loufoques et croustillantes les unes que les autres, à picorer sans modération. C'est parti. Bonsoir Bernard Werber. Bonsoir. Bienvenue à vous. Je vous présente Anne Ndiaye et Marion Lourd. Bonsoir. Bernard Werber, voici donc le deuxième volume de votre encyclopédie du savoir relatif et absolu, bien sûr, chez Albin Michel. 400 pages avec une foultitude d'anecdotes, d'histoires, d'histoires vraies, de la mythologie égyptienne à la zoologie, plein d'histoires passionnantes. Et parmi ces 400 pages, page 350, sur quoi on tombe? La recette extrêmement précise, extrêmement détaillée de la fondue savoyarde, Bernard Werber, 400 grammes de comté, 400 grammes de beurre, etc., etc. Pourquoi ces informations capitales sur la fondue savoyarde? Un honnête homme au XXIe siècle se doit d'avoir ces informations? En fait, c'est un peu lié à une histoire, parce que tout ça, tous ces extraits encyclopédies sont aussi dans le roman. Et donc, dans le roman, donc ça devait être dans le temps des chimères, le personnage mange de la fondue savoyarde, donc je me suis dit, tiens, je vais mettre la recette de la fondue savoyarde. Que vous, évidemment, que vous maîtrisez parfaitement. Pas du tout. Ah, alors bon. D'ailleurs, la recette n'est pas complète, d'ailleurs, parce que vous avez oublié qu'il faut rajouter du fil aussi, bien sûr, pour entretenir l'amitié. Évidemment. En tout cas, c'est relatif et absolu. Absolument, relatif et absolu. C'est le titre de votre ouvrage. Vous savez pourquoi vous êtes là, Bernard Werber? Parce que vous avez évidemment le profil idéal, et c'est ce que va nous démontrer tout de suite l'ami Gaël Legrand. Bernard Werber, votre curiosité sans limite constitue l'une de vos principales qualités. Qualité qui s'exprime encore aujourd'hui dans un nouveau volume de votre encyclopédie du savoir relatif et absolu. Vous décrivez d'ailleurs cet objet comme un cabinet de curiosité. Pour stimuler notre appétit de connaissance, vous avez le profil idéal. Votre premier roman, Les Fourmis, sort en 1991. Il y avait une structure géométrique très complexe, j'avais imaginé une construction en forme de cathédrale. Votre talent de conteur vous permet de rencontrer un succès considérable, talent qui s'appuie sur votre érudition scientifique. Je pense que les fourmis, sur certains points, ont des choses à nous apprendre, notamment au point de vue de la communication, au point de vue de l'organisation sociale. En 100 millions d'années, elles ont eu le temps de bâtir des tas de systèmes, une agriculture, une technologie assez fabuleuse. Depuis, vous avez publié plus d'une trentaine de romans. Vos philosophies fiction, comme vous les appelez, se vendent à 35 millions d'exemplaires. Une première encyclopédie du savoir relatif et absolu, recueil de petites histoires glanées au hasard d'informations amusantes ou surprenantes, sort en 93, suivie d'une nouvelle version en 2009. C'est une démarche globale de mon travail. C'est toutes ces choses qui vous semblent normales et inintéressantes, je vais vous prouver qu'elles sont passionnantes. Fiction, théâtre ou spectacle, vous êtes guidé par une conviction, celle de travailler au progrès de l'humanité, comme le confirme la trilogie publiée entre 2012 et 2014. Je suis là pour montrer les nouveaux questionnements et des nouvelles visions qui vont permettre de trouver des solutions. Mais mon travail est un travail de romancier. Et la problématique, c'est un suspense. Comment notre espèce va arriver à trouver des solutions aux prochains défis qui vont apparaître. Aujourd'hui, dans votre livre, vous évoquez notamment l'architecte Hiram, le roi Salomon ou encore Pythagore, scientifique grec avec qui vous partagez un point commun car, écrivez-vous, il a passé sa vie à tenter d'établir un pont entre la spiritualité et la science. Alors Bernard Werber, cette encyclopédie, cette drôle d'encyclopédie, c'est l'ouvrage d'un collectionneur en quelque sorte. Certains collectionnent des porte-clés ou des boîtes camembert. Vous, ce sont ces histoires que vous recueillez depuis très longtemps, c'est ça? Oui, où est-ce que vous les puisez d'ailleurs? Où est-ce que vous allez puiser ce Je recueille depuis l'âge de 13 ans parce que j'ai un problème, j'ai aucune mémoire, donc je note tout. Et sinon, je les trouve essentiellement en discutant avec des gens. La source est essentiellement orale. Et vu que j'ai eu la chance d'être journaliste scientifique, j'ai pu être en contact avec des scientifiques qui m'ont raconté des trucs marrants qu'ils ne mettent pas forcément dans leurs livres parce qu'ils ont peur d'avoir l'air ridicule ou qu'ils ne mettent pas dans leurs conférences. Donc c'est un peu toutes les petites histoires à côté qui ne sont pas trop connues. Donc ils vous racontent, vous notez tout scrupuleusement et parfois vous en servez donc pour vos romans. C'est aussi une boîte à outils dans laquelle vous puisez pour vos romans. Tout à l'heure, il a utilisé le terme de cabinet de curiosité. Et le mot curiosité me semble la clé de toute cette démarche. Mais c'est aussi ce que j'ai envie de transmettre à mes lecteurs. C'est soyez curieux, intéressez-vous au monde qu'il y a autour de vous. Et donc ça se lit dans le désordre en quelque sorte. Il n'y a pas d'ordre, il faut picorer comme ça. Je vais pousser un peu loin la comparaison. C'est le genre de livre qu'on met dans ses toilettes et qu'on feuillette alors qu'on est assis et tout d'un coup on s'aperçoit qu'il y a plein de trucs intéressants. Après on passe beaucoup de temps aux toilettes parce qu'il y a effectivement énormément de choses. Marion. C'est un moment de détente normalement. Vous souhaitez effectivement un bon picorage au lecteur en préambule du livre. Alors si on ouvre une page au hasard, donc
Pythagore. Oui. Pythagore, qu'est-ce que vous avez à nous raconter là-dessus? Qu'est-ce qu'elle raconte l'encyclopédie sur Pythagore, ce cauchemar de collégien quand même? Oui, il y a un malentendu global sur Pythagore, c'est qu'on le connaît à cause du théorème de Pythagore. Or, il a inventé énormément de choses, sauf le théorème de Pythagore qui existait 100 ans avant lui. Il a inventé la gamme de musique, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, c'est lui. La réincarnation, tous les concepts de métempsychose, il a été l'un des premiers à en parler. Le fait que le soleil est au centre du système solaire, c'était lui. Il a été champion de pugilat, qui est une forme de boxe, où il a été champion à l'âge de 16 ans et à 18 ans. Et puis enfin, il a ajouté une corde au harpe, et il était une sorte de Johnny Hallyday de l'époque, c'est-à-dire qu'il donnait des concerts, et c'était la méga vedette, parce que c'était un très bon chanteur, et qui mettait des morceaux, et il faisait des morceaux extraordinaires, où il utilisait la géométrie pour avoir des harmoniques, il appelait ça la musique des sphères, parce que c'était lié géométrie, planète, et son chant. Et il avait énormément de succès. Vous évoquiez la réincarnation. Pythagore a inventé la réincarnation. J'imagine que c'est quelque chose qui vous a séduit, puisque vous-même, vous croyez à la réincarnation, Bernard Werber? Alors, le mot croyance est un mot que j'aime pas du tout, parce que ça veut dire qu'on sait ou qu'on... Je m'intéresse à ça. J'ai lu que vous aviez vécu déjà 112 vies. Vous aviez notamment été femme de harem, samouraï et bien d'autres choses. Laquelle de ces vies vous avez préférée? Alors, attendez, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est un médium qui vous a dit ça. Voilà, c'est le monde est entre les j'y crois et j'y crois pas, et moi je ne suis dans aucun de ces deux camps. Je pense que 5 secondes après sa mort, on verra qui c'est qui avait raison, mais tous les gens qui y croient n'en savent rien, et tous les gens qui n'y croient pas n'en savent rien non plus. Par contre, on peut avoir une démarche. Ce que m'a proposé cette médium, c'est essayer d'aller voir ce qui se passe. Si vous fermez les yeux et vous ouvrez dans une sorte de couloir la porte de vos vies. Et là, j'ai découvert plein d'histoires. Alors, je ne sais pas si c'est mon imagination, je ne sais pas si c'est vrai, mais ce qu'il y a, c'est que c'était rempli de détails. Et ce qui est amusant, je vais faire le lien avec Pythagore. Pythagore est censé être le fils d'Hermès. C'est lui qui disait ça. Et Hermès lui a dit, qu'est-ce que tu veux comme don? Il disait, sachant que le seul don que tu ne peux pas avoir, c'est l'immortalité, il a dit, je veux juste me rappeler de mes vies antérieures. Et qu'un type qui est quand même un grand scientifique, un grand scientifique, un grand artiste, était préoccupé que par ça, je me suis dit, ça va être quand même intéressant de s'intéresser à ça. Vous parlez beaucoup de l'imaginaire, évidemment, devant moi. Tout est vrai dans ce livre, hein, même si c'est une encyclopédie du savoir relatif. Et absolu. Parfois, vous prenez un peu vos distances quand même avec le réel ou tout ce qui est écrit dedans n'est pas issu de mon imagination, est issu de sources scientifiques. Maintenant, on a pu le voir avec la crise du Covid, les scientifiques ne sont pas tous d'accord sur tout. Bien sûr. Alors je suis juste assez connaissant de ces éléments pour savoir que ce que je présente est ce qui me semble le plus probable. Il y a énormément de choses à lire, évidemment, dans votre encyclopédie. Alors, Cana, on découvre que les jeunes de 16 à 19 ans, hélas, lisent de moins en moins. Oui, ils lisent de moins en moins. Plus d'un ado sur 3 ne lit pas du tout, ni dans le cadre de l'école, ni dans le cadre de ses loisirs. C'est ce qui ressort de la dernière étude du Centre national du livre qui a été publiée au mois d'avril. Et pour les auteurs de ce rapport, eh bien là, c'est la faute aux écrans. Les grands ados, donc de plus de 16 ans, passent en moyenne 12 minutes par jour à lire, contre 5h10 sur les écrans. C'est 25 fois plus. Alors, je sais que vous avez sorti au début du mois de novembre un nouveau jeu vidéo qui s'appelle Les Fourmis, qui est directement adapté de votre best-seller et dont les images sont absolument époustouflantes. Est-ce que vous pensez que le jeu va donner envie, peut-être aux plus jeunes, d'aller lire vos livres ? Oui, d'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a le film Monte Cristo qui a donné envie aux jeunes de lire le livre. J'espère vraiment que le jeu va permettre aux gens, et c'est vrai que les images sont sublimes, c'est une équipe de La Rochelle qui a fait ça, et c'est Microïd qui a eu l'idée de concevoir tout le projet. Et j'espère que ça va donner envie aux jeunes de lire Les Fourmis, mais je crois que pour donner envie aux jeunes de lire, il faut que les romanciers soient de plus en plus dans l'image et de plus en plus dans la rapidité, parce que les plateformes offrent des séries où tout va très vite. Il ne faut pas qu'ils se retrouvent dans des romans où les scènes de description n'en finissent pas. Enfin, il me semble que l'une des manières de toucher ce public est d'être dans la surprise, la rapidité et l'image. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous écrivez en préface de votre encyclopédie que le réel est plus fort que tous les imaginaires. Alors pourquoi vous continuez à faire œuvre d'imagination ? Pour donner envie aux gens d'être curieux du réel, précisément. Peut-être que, par exemple... Donc il faut mélanger les deux. Je prends un exemple au hasard, Les Fourmis. Vous pouvez les voir, mais vous n'allez pas vous intéresser forcément à ça. Avec le livre,
quand je vais expliquer comment fonctionne la civilisation fourmi avec l'agriculture, l'élevage, la guerre, la construction, l'architecture et tout, ils vont se dire, attends, je peux regarder différemment le réel. Mais c'est pas moi qui ai inventé les fourmis. C'est juste, je dis aux gens, regardez-les différemment, c'est vraiment passionnant. Une des entrées, une des nombreuses entrées de ce livre est consacrée à la baisse moyenne du QI. Vous l'évoquez. Oui. Le journaliste scientifique que vous êtes de formation, est-ce qu'il a peur ou pas de l'IA? Ou est-ce qu'à l'inverse, l'IA, l'intelligence artificielle, c'est un outil pour vous? Est-ce que c'est un rival ou un outil en quelque sorte dans lequel puiser justement votre C'est un outil. Et je crois qu'il ne faut pas en avoir peur du tout. Par contre, l'intelligence artificielle n'invente rien pour l'instant. Elle ne fait que... C'est une machine à plagiat. On peut demander à un système d'intelligence artificielle, écris-moi un livre de Bernard Werber, il va le faire. Peut-être même qu'il va le faire très bien. Mais il ne va le faire qu'à partir des livres que j'ai déjà écrits. Ils ne peuvent pas prévoir le prochain livre. Donc c'est une machine à plagiat, que ce soit pour la musique, que ce soit pour le cinéma. Et vous vous en servez, vous, pour écrire ou pas? Alors, une fois sur le temps des chimères, alors que j'ai fini le livre, j'ai demandé, écris-moi le premier chapitre d'un livre sur les hybrides dans le style de Bernard Werber. Et il a fait un premier chapitre qui était bien mieux que celui que j'avais fait parce qu'il mettait du vocabulaire très compliqué, des phrases très longues. J'ai l'impression qu'il voulait me faire gagner un prix littéraire. Et c'est là que j'ai compris que mon style, c'est la sobriété et sujet, verbe, complément, et je ne fais pas d'effets. Vous avez publié lequel des deux, justement, lequel des deux versions? Déjà publié. D'accord. C'était déjà publié, mais en tout cas, quand vous pouvez dire au système, écrire un chapitre à la manière Bernard Werber, il écrit un truc. Quelques secondes, une toute dernière question, puisque vous dites que tout est vrai, évidemment, dans cette encyclopédie du savoir relatif et absolu, il y a des histoires absolument incroyables, et notamment cette épidémie de rire en Tanzanie, en 1962, une épidémie de crise de fou rire, ininterrompue, qui a gagné un pensionnat de jeunes filles pendant 16 jours consécutifs. On n'a jamais eu l'explication. C'est vrai, ça? Oui, il y a des documentaires dessus. On n'a jamais trouvé l'explication, mais il semble que ce soit l'éducation anglaise qui était tellement dure qu'à un moment, ils ont atteint un niveau de bascule où il y a un élève qui a ri. Tous les élèves se sont mis à rire, les profs sont mis à rire, et dans les autres classes sont mis à rire. Il y a quand même eu ça a duré longtemps. Pendant des semaines. Et il y a eu des blessés. Ah oui, des blessés. Oui. Quand j'avais découvert cette histoire, je me suis dit c'est quand même une bonne base pour un roman. Ah oui. Imaginons une épidémie de rire planétaire, surtout à notre époque qui est un peu stressante. Une épidémie de rire planétaire, ça ferait quand même du bien, parce que c'est bon pour la santé de rire. Bien sûr, c'est une très bonne idée, Bernard Werber. Merci d'être venu partager avec nous votre savoir relatif mais absolu à cette encyclopédie parue chez Albin Michel. Et puis bien sûr, votre dernier roman, puisque vous oscillez entre le réel et l'imaginaire en permanence, votre dernier roman, La valse des âmes, est paru, lui, aux éditions Albin Michel. Merci à vous d'être venu partager ce savoir relatif et absolu ce soir sur le plateau de 28 minutes.